Alors, si je répète 3 fois Beetlejuice, Beetlejuice apparaît. Winona Ryder, Winona Ryder, Winona Ryder. C'est quoi ce Ah, je l'attendais ce Beetlejuice. Ça fait même pas mal d'années. C'est depuis que je suis môme, en fait, que je rêvais de voir une suite de Beetlejuice parce que j'avais très envie de revoir Lydia Dietz. Quand j'ai découvert ce film, j'étais vraiment tout môme, hein. J'étais encore à l'école primaire. Je crois que mes parents m'ont laissé le regarder, j'ai voulu le louer et ils m'ont laissé le regarder, je l'ai regardé tout seul dans mon coin. Ils pensaient que c'était un truc pour enfants parce que la série animée existait déjà, puisque moi j'ai pas pu voir le film en 88, je suis né en 87, donc j'ai dû voir le film, j'avais peut-être 9 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai kiffé l'univers de Burton que je connaissais déjà un peu grâce à L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et j'adorais tout ce qui était gothique quand j'étais môme. Et j'ai adoré tout l'univers, le côté gothique, le côté kitsch, les statues, les couleurs. J'ai aimé les personnages. Et Lydia, et Lydia, et Lydia. Non, je vous rassure, c'est pas parce que je suis comme Beetlejuice à vouloir me marier avec une gamine de 15 ans, mais simplement parce que moi, quand j'étais petit, j'étais un peu dans le même esprit que Lydia. Ma vie tout entière est une chambre noire. Une grande, belle chambre noire. Oui, j'étais un drôle de gamin. Lydia qui fait écho à ce qu'était lui-même Tim Burton quand il était petit, donc forcément tout ça, ça m'a bien parlé. Le côté sombre de Lydia, sa façon noire de voir les choses, c'était le reflet de ce que moi j'étais aussi quand j'étais enfant. J'étais toujours caché par mes cheveux bruns, tout ça. J'étais dans ma bulle, j'étais assez asocial, je dessinais des monstres tout le temps. À 9 ans, on m'a même emmené voir un psy parce que je passais trop de temps à dessiner des monstres et aussi à découper des coupures de journaux de presse style le magazine détective avec toutes les histoires de meurtres véridiques. Et le psy a abandonné au bout de 3 séances en se rendant compte que j'avais juste besoin d'une catharsis parce que la mort était quelque chose qui planait autour de moi. Voilà, je vous la fais rapidement, mais j'étais très malade pendant des années quand j'étais petit, donc je me questionnais beaucoup sur la mort. Et bien sûr, ces connards d'adultes ne voulaient pas me répondre parce que j'étais un enfant et qu'il fallait pas parler de la mort à un enfant. Alors qu'en fait, si, c'est ce qu'il faut, puisque c'est pile la période où on se pose un millier de questions et quand on ne nous répond pas, on se fait des films, on est tourmenté par le fait de ne pas avoir de réponse et on va chercher les réponses là où on peut. Et moi, je me suis plongé dans l'univers du gothique, du film d'horreur, même de la criminologie, qui est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a servi plus tard pour écrire des personnages ou même pour interpréter des personnages dans des films. Et je voyais en Lydia une sorte d'âme sœur parce qu'elle avait aussi ce côté suicidaire que j'avais. Parce que quand vous êtes un môme et que vous êtes très malade et que vous ne savez pas si vous allez vivre ou mourir, même si vous êtes un môme, vous vous posez la question de du coup, est-ce que c'est pas plus utile d'abréger mes souffrances maintenant parce que du coup, au moins, je souffrirai plus. Las de ce monde, je me sens toute seule. Donc voilà, il y avait toute vous voyez, cette perspective un petit peu glauque que l'on retrouve chez plein d'auteurs, plein d'horreurs, de gothique, etc. Et donc cet univers m'a vraiment beaucoup plu. Je m'étais plus attardé au final sur le personnage de Lydia qui me fascinait que Beetlejuice, puisque Beetlejuice n'était au final présent que pendant un bon quart d'heure dans le film. C'est donc le film qui me fait connaître Winona Ryder, qui deviendra l'une de mes actrices préférées et également à mes yeux l'une des plus belles femmes du monde. Et moi, contrairement à Beetlejuice, j'ai le droit de dire que je craquais pour Lydia vu que je devais avoir 9 ans et qu'elle en avait 15 et qu'officiellement l'actrice en avait 17. L'âge de Lydia n'est jamais dit dans le film, mais il est officiellement recensé qu'elle a 15 ans. Ce qui rendait la scène du Beetlejuice voulant l'épouser assez glauque, mais du coup c'est ce que j'aimais parce que ça me perturbait, j'aimais bien parce que ce film venait chercher des émotions inhabituelles. Bref, vous l'aurez compris, je kiffe Tim Burton, je kiffe le film et je kiffe Winona Ryder. Et Lydia Dietz devient l'un de mes personnages préférés de tous les temps, alors qu'au final, elle ne fait qu'un seul film, et j'étais assez frustré de ne pas pouvoir prolonger le plaisir de continuer à découvrir ce personnage, bien que le personnage existe aussi dans la série animée, mais la série animée changeait un petit peu la donne au niveau de l'histoire, puisque Beetlejuice et Lydia sont amis, ils ne sont pas du tout ennemis, Beetlejuice n'est pas du tout un prédateur sexuel, etc. Et puis surtout, c'était un dessin et c'était pas Winona Ryder qui l'interprétait. Il faudra donc 36 ans pour enfin voir une film arriver. J'ai bien fait de tenir le coup et de pas sauter du pont avec mes palmes en béton.
Une suite qui explose déjà le box-office et qui nous présage déjà ce qu'on devinait depuis la découverte du titre. Une suite, une trilogie. Il était évident dès qu'on voyait que le deuxième film s'appelait Beetlejuice, Beetlejuice, qu'ils avaient sûrement dans un coin de la tête l'idée de faire une trilogie qui se conclurait par Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. À ça s'ajoute Jenna Ortega, la successeuse des actrices telles que Christina Ricci ou Winona Ryder, qui sont mes actrices fétiches. Jenna qui a rejoint Wednesday et qui joue avec Christina. Maintenant, elle rejoint l'univers de Beetlejuice et elle rejoint Winona Ryder. Donc voilà, je l'aime aussi beaucoup, Jenna Ortega. Alors, j'ai pas le même kiff pour elle que j'ai pour Christina Ricci ou Winona Ryder, mais pour moi, c'est la petite nouvelle, c'est la nouvelle Christina Ricci ou la nouvelle Winona Ryder. Voilà, j'ai pas encore le même affect, mais j'ai déjà beaucoup d'affection pour elle. Et je suis très content de voir cette petite nana débarquer dans cet univers de fantastique et d'horreur depuis plusieurs années et de voir qu'elle en a fait son genre fétiche. À ce titre, je vous conseille d'ailleurs d'aller visionner le dernier clip auquel elle a participé, un clip de Sabrina Carpenter qui est ultra référentiel. Vous avez des références à La mort vous va si bien, à Kill Bill, etc. Allez voir ce clip, il est assez sympa. Donc en gros, vous l'aurez compris, j'ai un certain fétichisme pour les petites brunettes qui parlent avec des morts. Comprends pourquoi mon psy a renoncé. À nouveau, bref, je regarde les bandes annonces, ce que j'essaie d'éviter depuis longtemps parce que je préfère découvrir les films sans avoir vu les bandes annonces qui en montrent trop. Sauf que pour Beetlejuice, j'ai pas pu résister parce que voilà, j'attendais ce film et je suis parti du principe que de toute façon je kifferais parce que voilà, Burton plus Winona Ryder, plus Jenna, plus l'univers Beetlejuice, plus retour de Michael Keaton. Voilà, je partais vachement positif. Les bandes annonces m'avaient donné l'impression que ça allait être quand même un gros reboot du premier, avec on allait faire beaucoup de fanservice, et aussi que la bande annonce, comme d'habitude, en montrait beaucoup. Faut savoir que dans la carrière de Burton, moi, il n'y a aucun film que je déteste. Dans le pire des cas, les moins bons films de sa carrière à mes yeux, je leur mettrais 5 sur 10. Voilà, la moyenne. Il n'y a aucun film que je déteste. Au niveau cinéma, le film que j'aime le moins, c'est sûrement Pee-wee, parce que c'est pas un univers qui m'intéressait beaucoup, et aussi parce que le personnage de Pee-wee est vachement tête à claque, il est un peu casse-burne. Mais le film en lui-même était assez original sur plusieurs choses, notamment les décors, les accessoires. Il restait intéressant. Et je crois que ma plus grosse déception dans la carrière de Tim Burton, c'est la série Wednesday. Que j'apprécie quand même parce que j'aime Jenna dans le rôle, mais que je n'apprécie pas en termes d'écriture parce que ce n'est pas du tout la famille Addams. C'est Enquête spéciale à Poudlard avec une gothique dont on essaie de justifier pourquoi elle est comme ça. Ce qui n'est pas du tout esprit famille Addams. De toute façon, Jenna Ortega elle-même a pas mal craché sur la saison 1 de Wednesday alors que ça a été un succès. Et elle devrait un peu plus s'impliquer dans l'écriture de la saison 2, j'ai entendu dire. J'espère, parce que je pense que Jenna a mieux cerné ce qu'était le gothique que les gens qui ont bossé sur la série Wednesday. Tim Burton y compris, du coup. Donc, en sachant que j'ai vu toute la filmographie de Tim Burton, à l'exception de Miss Peregrine, qu'il faut que je rattrape, et de Big Eyes aussi. Au-delà de ça, j'apprécie tous les films de Tim Burton à des niveaux différents. Ça va du film moyen, du film que j'apprécie, du film que j'ai trouvé bon, du film que j'ai trouvé très bon, et les chefs-d'œuvre. Et pour que vous vous situiez un peu mes goûts, les chefs-d'œuvre pour moi dans la filmographie de Tim Burton, c'est Beetlejuice, c'est Batman Returns, Édouard aux mains d'argent, Mars Attacks, Sleepy Hollow, et je ne l'ai vu qu'une fois au cinéma, mais j'ai extrêmement kiffé Sweeney Todd, il faut absolument que je me le remate, mais je l'ai toujours en tête parmi les meilleurs Burton, même si on est d'accord que les chansons ne sont pas du tout mémorables. Mention également dans mes préférés, peut-être pas chef-d'œuvre, mais dans mes préférés, à Ed Wood et Les Noces funèbres. Et je croisais les doigts donc pour que ce Beetlejuice devienne l'un de mes préférés, un chef-d'œuvre, mais au fond, je n'espérais pas spécialement qu'il atteigne le niveau des films que je vous ai cités, mais peut-être plutôt dans mes mentions avec donc Ed Wood, Les Noces funèbres, Frankenweenie, un peu à ce niveau-là. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, déjà, donc la bande-annonce donnait l'impression qu'ils allaient à la facilité, qu'ils allaient nous refaire un peu le premier film. J'aurais préféré un film très original, mais ça ne me dérangeait pas tant que ça qu'on soit dans une ressucée du premier, parce que Beetlejuice est un univers très original et très riche, et il n'y a pas d'autres films qui lui ressemblent. En général, quand un film cartonne, vous allez voir débouler plein d'autres films qui vont essayer de copier. Beetlejuice, ça n'a pas été le cas. Au final, le seul à avoir refait, même pas du Beetlejuice, mais du coup du Tim Burton, c'est Tim Burton. On a l'impression que c'est lui qui a la priorité sur l'univers du gothique. Il y a eu très peu d'œuvres, je trouve, gothiques dans l'esprit, notamment d'un Tim Burton. On avait la famille Addams et les valeurs de la famille Addams.
À part ça, je trouve que dans cet univers un peu comédie, glauque, macabre, bof bof. On pourrait citer quelques films du style Elvira aussi. Donc même en tant que ressucé et avalé du premier, je partais quand même vachement positif. Oui, c'est mon côté Beetlejuice, je casse toujours des vannes graveleuses. D'ailleurs les filles, vous voulez voir mon serpent? Bah quoi? À quoi vous vous attendiez? Bande de cochonnes. Appelez-moi. Dites 3 fois mon nom. Eh bien, mon avis général, sans spoiler pour le moment, je suis un peu frustré. Je suis un peu frustré parce que, à la fois, j'ai kiffé retrouver certaines choses, majoritairement, j'ai passé un bon moment, je vais être dans le positif. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir pas mal de petits défauts, de pas mal de petites frustrations et surtout de choses bâclées. Alors sans rentrer dans les détails pour le moment, ce que je vais vous dire c'est que, alors dans ce qui est bon, Winona Ryder, ah ouais elle est bonne. Michael Keaton, bien que je le trouve un petit peu en dessous de sa performance dans le premier Beetlejuice. J'ai regardé quelques critiques de collègues youtubeurs, apparemment ils sont plusieurs à trouver que Michael Keaton se donne à fond. Moi, justement, je trouve qu'il est un peu en dessous de ce qu'il faisait avant. J'ai trouvé que la cadence voilà, de Beetlejuice était un petit peu moins rythmée que ce qu'il faisait avant. Il est un peu moins pervers aussi. Alors, ils ont fait quand même 2-3 petites vannes, histoire de nous dire, voilà, on a respecté votre Beetlejuice, mais c'est un petit respect parce que du coup après il est assez light et moi je trouve qu'il aurait dû être beaucoup plus graveleux, surtout que maintenant Lydia est adulte, donc en plus il pourrait largement se permettre des choses, ne serait-ce qu'un petit plotage ou tout ça. Alors oui, soi-disant ça se fait pas, mais là on est au cinéma et s'il l'avait fait, c'était le consentement entre l'actrice et l'acteur et on le voyait bien ploter Geena Davis. Ça aurait été sympa à un moment qu'il nous plotte Winona Ryder. Ça aurait même pu être très drôle qu'il la plotte en lui faisant une petite blague comme quoi maintenant elle a l'âge. Ça aurait même pu être encore plus drôle, mais alors là ça serait pas passé, qu'il la plotte en disant que ça lui plaît de la plotter mais qu'il regrette de pas l'avoir fait à l'époque. Moi j'aurais été loin à un niveau van, parce que ça reste des vannes. D'ailleurs un petit truc qui est tout bête, hein, mais moi que j'apprécie, c'est que il est resté amoureux de Winona Ryder, quoi. Il est resté amoureux de Lydia. Alors il a une photo d'elle, ça vous le voyez dans la bande-annonce, il a une photo d'elle toujours quand elle avait 15 ans. Il y a un côté glauque qui me fait sourire, mais quand il la revoit, jamais il lui fait une remarque comme quoi maintenant elle a 50, 60 ans. Et d'ailleurs, Winona Ryder est toujours mais sublimissime, c'est incroyable. Ce qui est amusant en plus, c'est que donc maintenant elle a une émission sur les fantômes. D'ailleurs, l'émission s'appelle Ghost House. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que le titre de pré-production qu'avait Beetlejuice ou qu'a failli avoir Beetlejuice, c'était Ghost House, c'était la maison aux fantômes ou la maison hantée. Il y a un titre comme ça. Donc je me demande s'ils n'ont pas récupéré ce titre-là pour le nom de l'émission. À vérifier. Et donc Winona a toujours un peu son look de Lydia Dietz, mais maintenant qu'elle est devenue adulte et qu'elle présente cette émission sur les fantômes, je trouve qu'elle a presque un tout petit côté Elvira. Donc voilà, vous prenez Lydia Dietz, vous la mettez dans un corps de femme adulte et vous lui rajoutez un léger côté Elvira. Et là, ça donne les mêmes pulsions que Beetlejuice. Van à part, elle est vraiment absolument sublime. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours trouvée sublime, mais j'étais super content de voir à quel point elle vieillit super bien et à quel point elle est toujours magnifique. Alors toujours sans spoiler, j'ai eu quelques petites surprises de petits détails, mais j'ai été surpris. Alors d'un côté, vous avez une œuvre gothique et il y a des moments pas du tout. Je trouve que la mise en scène pourrait ressembler à presque n'importe quel film. Le premier Beetlejuice était très uniforme. On était toujours dans cette ambiance gothique, kitsch, tout comme dans Édouard aux mains d'argent, etc. Tout ce qu'il y avait autour se mariait bien. On ne sentait pas une trop grosse distinction entre un univers et un autre. Là, on a vraiment l'univers gothique de Beetlejuice et le monde réel. Je trouve qu'il y a une trop grosse distinction. Il y a même des scènes où je trouve qu'on est dans des décors où il n'y a pas du tout assez d'originalité, notamment une grande scène finale dans une église. L'église est très quelconque, le prêtre, c'est un humain, alors qu'on avait un monstre hein, dans Beetlejuice. De toute façon, ça c'est pas du spoil, hein, vous l'avez vu dans la bande-annonce. Hein, Beetlejuice veut toujours se marier avec Lydia, et donc à un moment, voilà, on est encore sur cette scène où il tente de l'épouser. Et là, le décor, je le trouve triste parce que justement,
pas macabre et pas gothique. Et bizarrement, c'est ça que moi je vais trouver triste comme décor. Dans les très mauvais points, sans spoiler, mais que je pense que je peux vous dire et qui est utile pour pas que vous soyez déçus, l'inutilité de certains personnages, notamment celui de Monica Bellucci. Willem Dafoe non plus n'est pas très utile dans cette histoire. Monica Bellucci est teasée et en fait elle ne sert à rien du tout et elle est quasiment absente du film. Winona parfaite, donc Michael Keaton vraiment pas mal et c'est très content de le revoir dans le rôle. Je trouve juste qu'il est un petit peu en dessous, mais vraiment bien. Jenna, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est bien. Elle nous fait toujours un peu sa petite moue de Jenna. Elle est là un petit peu pour remplacer Lydia, qui était donc gothique, cynique. Sauf que là, elle nous fait pas un sous-produit de Lydia. Elle n'est pas gothique, elle est simplement blasée par les gens, par la vie. Du coup, elle me fait écho aussi, parce que moi, c'est pareil, quand j'étais ado, j'étais toujours à regarder les autres et à être blasé par leur stupidité, par leur superficialité. Voilà. Et quand elle fait des réflexions du style on en reparlera quand vous serez à votre deuxième divorce et à vos 3 enfants, c'est typiquement le genre de truc que je sortais quand j'étais ado, quand j'avais son âge, donc l'âge qui est supposé avoir donc Astrid Dietz, donc 15 ans, puisqu'elle a le même âge que sa mère dans le premier film. Et cet âge va servir à quelque chose symboliquement. Mais ça, j'en parlerai dans la partie spoiler. Alors toujours sans spoiler et rentrer dans les détails, je trouve que les musiques sont moins atypiques que dans le premier, sont pas, ça dénote un peu avec l'univers Beetlejuice. Et il y en a même une que je trouve, même si j'adore cette chanson, je trouve qu'elle ne colle pas avec les images. En tout cas, le rythme de découpage à l'écran, je trouve que ça fonctionne pas des masses. Il y a donc des personnages qu'on ne voit pas assez. Il y en a même certains qu'on voit peut-être un petit peu trop. Je pense notamment Justin Theroux. On a assez vite compris quel était ce personnage. Je trouve qu'on nous le montre peut-être un petit peu trop. Donc globalement, je vais vous dire que c'est un peu comme pour Deadpool et Wolverine, il y a un kiff qui m'est personnel. Alors dans Deadpool et Wolverine, c'était simplement le fanservice qui me faisait kiffer. Je n'ai pas non plus une énorme affection. Deadpool n'est pas venu toucher une corde sensible chez moi. Alors que Beetlejuice, c'est un film qui est important parce que je voyais très peu d'œuvres gothiques, très peu de personnages qui avaient l'air de penser, de raisonner comme moi. Et c'est ce que j'avais trouvé notamment avec Lydia. Et donc Beetlejuice, je l'attendais beaucoup. Je suis un peu déçu parce que j'avais vraiment très envie de prendre une claque que je n'ai pas pris, mais malgré tout, je peux pas dire que je l'ai pas apprécié, que j'aurais pas plaisir à le revoir, même s'il y a quand même plusieurs moments dans le film qui sont un peu creux. Et je crois vraiment que là j'ai fait un peu le tour pour vous donner un peu mon avis global. Je vais rentrer dans les détails un peu pêle-mêle parce que je reviens de séance, donc c'est un petit peu à chaud. Je vais passer des qualités aux défauts, voilà, vous dire pas mal de petites choses sur le film. Alors à partir d'ici, j'envoie les spoilers. Le film commence, alors comme le premier, sur des plans d'une maquette, mais pas que, ça alterne des plans de maquette et de la vraie ville. D'ailleurs, je me suis demandé un petit peu pourquoi. Est-ce que c'est une manière de nous montrer la frontière entre le monde réel, le monde des morts, etc. Est-ce qu'il y a une symbolique? J'ai pas pu m'empêcher de me dire, le premier film commence sur une maquette, celui-ci une maquette et une vraie ville. Est-ce que dans le troisième, on aura que des plans du monde réel, de la ville? Est-ce que c'est la vie réelle qui va prendre le pas sur la mort, sur le côté un peu fictif? Je sais pas, j'étais parti dans un petit truc vite fait comme ça dans ma tête. J'ai beaucoup aimé réentendre B.O., la chanson, mais en mode funérailles. Alors on l'entendait dans la bande-annonce, mais je l'ai vraiment redécouvert encore une fois devant le film, parce que du coup il y a les funérailles du grand-père de Charles Dietz. Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont réussi à nous mettre l'acteur sans l'avoir, c'est-à-dire que alors je sais pas, est-ce que l'acteur est décédé? Voilà, en fait, ils utilisent à 2-3 moments des photos, mais ils ont utilisé un stratagème qui est assez amusant, qui dénote avec le reste du film. De toute façon, on est dans la partie spoiler. Ils ont utilisé de l'animation type pas pâte à modeler, mais un petit peu, quoi. Ça fait pâte à modeler, ça fait stop motion, et on a donc le personnage de Charles Dietz, et on voit comment il est mort. Est-ce que c'était une manière de faire un pied de nez à l'IA et de dire nous on va pas le faire en IA et on va faire un autre délire? Je pense aussi que c'était plus économique, mais c'était plutôt pas mal, même si ça fait un peu étrange dans le film.
Et puis donc après aussi on a son personnage mort, mais comme il est mort dévoré par un requin, il n'a plus du tout de tête et de haut du buste, et donc c'est juste un corps qui se balade comme ça avec le haut du buste coupé en deux, puis des giclées de sang à chaque fois qu'il parle. Bon, d'ailleurs on se demande avec quoi il parle, mais voilà, on s'en fout, on est dans un univers, on est dans le monde des morts, hein, donc on peut se dire que voilà, il peut tout à fait avoir une manière de parler dans l'au-delà pour pouvoir communiquer avec l'administration funeste. Donc c'est sympa parce que du coup on a quand même sa présence alors qu'il est absent du film. Pour Adam et Barbara, donc Alec Baldwin et Gina Davis, je me doutais qu'ils allaient faire ça. J'avais quand même espéré qu'ils feraient une guest, mais non, peut-être dans Beetlejuice. Certains disent que on les prend pas, pourquoi ? Parce qu'ils ont vieilli, c'est des fantômes, donc on peut pas les utiliser. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu revenir ? J'en sais rien. Mais il y a des solutions. Moi, je sais que j'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Mais moi, j'aurais fait une scène, à la limite, où Lydia, elle les recroise dans le monde des morts. On voit qu'ils ont vieilli. Et vu qu'elle a trouvé un stratagème sorti du chapeau pour qu'ils passent pas 125 ans dans la maison, ce qui justifie leur absence du film. D'ailleurs, c'est marrant parce que Jenna, elle dit comme par hasard ce que pense aussi le public. Elle aurait pu tomber sur eux, qui ont l'air plus vieux, et elle aurait pu leur dire « Mais vous avez l'air d'avoir vieilli, je croyais que les fantômes vieillissaient pas. » Et elles auraient pu répondre « Oui, mais on a trouvé un stratagème pour pouvoir vieillir. Tu préférais qu'on ressemble à quoi ? À ça ?» Et puis moi, là, j'aurais fait les acteurs donc, qui se transforment pendant 3 secondes en IA. Voilà, super jeune, voilà, petit pied de nez du coup à l'IA, vous préférez ça ou vous préférez nos vraies gueules d'acteurs, quoi, en gros. Voilà, moi j'ai plein d'idées à chaque fois qui me viennent, je peux pas m'en empêcher. Je dis toujours que j'ai le syndrome de la page noire, c'est-à-dire que contrairement au syndrome de la page blanche, au lieu de pas avoir d'inspiration, j'ai des idées qui fusent. Je dis pas qu'elles sont bonnes, mais j'en ai plein en moins. Donc voilà, je me dis qu'il y avait quand même des moyens de les faire revenir, ne serait-ce qu'en guest. Je croise les doigts pour qu'ils aient une idée pour le 3e. Donc voilà, ils nous les torchent un peu facilement, dommage, mais on s'en serait un peu douté. Je pensais aussi, à la vue de la bande-annonce, qu'ils allaient faire revenir Beetlejuice de manière assez facile, voire maladroite, un peu torchée. La bande-annonce donnait l'impression que c'était Jenna qui le faisait revenir. Alors ça me dérangeait pas tant que ça, parce qu'on voyait qu'elle croyait pas sa mère et qu'elle l'a provoqué en citant Beetlejuice. Au final, elle ne le dit que 2 fois. Elle ne le dit pas une 3e fois. C'est pas elle qui invoque Beetlejuice. À un moment, on voit le connard de copain de Winona, enfin de Lydia, qui dit Beetlejuice 3 fois. Ça, on le voit venir dès qu'elle commence à en parler. Tu te dis bon, lui c'est un profiteur, il veut faire du pognon, il veut lui montrer qu'elle se trompe, gna gna gna, etc. Enfin, tu te doutes que le mec, il va faire ça, et il le fait. Sauf qu'au final, ils vont se retrouver dans la maquette, mais ils vont aussi en sortir. D'ailleurs, la logique des règles de comment Beetlejuice peut agir, revenir, tout ça, c'est toujours pas bien défini comme dans le premier film. C'est même un petit peu moins ici, j'ai envie de dire, parce que du coup, ils ont dit son nom 3 fois et après, il revient pas. Lydia, elle revient devant la maquette et là, elle va encore l'appeler à nouveau. Et là, j'aime bien que ce soit Lydia au final qui l'appelle. Et en plus, c'est justifié puisque là, elle se rend compte qu'elle va perdre sa fille, que sa fille est dans le royaume des morts, qu'elle est morte, qu'elle a fait un échange d'âme sans le savoir et qu'elle se fait arnaquer par un jeune homme qui a tué ses parents. Et donc voilà, il y a une vraie raison pour laquelle Lydia va appeler Beetlejuice. C'est son dernier recours. Elle n'a pas le temps de lire tout le livre de comment vivre sa mort, le manuel des gens décédés. Il faut qu'elle intervienne tout de suite, donc elle appelle Beetlejuice. Et tout de suite, de toute façon, elle comprend très bien ce qu'il veut. Et elle lui dit, oui, c'est bon, tu veux m'épouser ? Bon, ok, c'est bon. Elle est d'accord. Donc ça j'ai bien aimé. Et donc, à un moment, donc Astrid, qui a de mauvais rapports avec sa mère, parce qu'elle ne croit pas à sa mère, elle pense que sa mère est une usurpatrice, et ça peut se comprendre. Hein. Moi-même, quand j'entends des gens dans les émissions qui disent « je suis voyant, je vois des fantômes », c'est absolument pas crédible. Sauf que nous, on la connaît, Lydia, on sait qu'elle dit la vérité, mais sa fille n'a aucune preuve, et au final, personne n'a de preuve, même si beaucoup de gens la croient à travers son émission. Mais du coup, il y a un problème par rapport à ça, et comme son père, Astrid, est mort, elle aimerait pouvoir communiquer avec son père, mais le hasard fait qu'elle n'arrive pas à communiquer, Lydia, avec son ex-mari. Ça ne marche pas, elle ne sait pas pourquoi elle-même, mais ça ne marche pas.
Raison de plus pour Astrid de ne pas croire sa mère. Astrid se balade dans la ville et va tomber sur un jeune homme qui est très sympathique. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai de l'affection pour un personnage féminin, une actrice que j'aime beaucoup. Quand je sais qu'elle doit tomber amoureuse d'un gars dans un film, le gars il a intérêt d'avoir le charisme nécessaire, sinon ça me rend irritable. Très vite je peux saquer le personnage masculin et il y a on va dire une forme de jalousie. Voilà, je me dis que le mec doit être méritant pour avoir une si belle actrice, un si beau personnage. Et Jenna Ortega, là, donc que moi je trouve très mignonne, qui me fait craquer, quand elle rencontre ce mec, je me dis, l'histoire est jolie, ça fonctionne, le mec a un certain charme, a quelque chose de sympathique. Je me dis, ok, j'ai envie de les voir, avoir leur petite amourette, ça me plaît bien. D'un autre côté, par contre, Winona est avec un vrai tocard et je peux pas m'empêcher de me dire tout du long, mais qu'est-ce que tu fous avec lui, Lydia? C'est tellement pas ta personnalité. À la fois, on sent pourquoi c'est utile pour... on se doute que le mec va se révéler être un gros con. De toute façon, c'est déjà un gros con tout court dans sa personnalité de beauf et de mec opportuniste. Mais on sent que ça va servir plus tard. Mais quand même, tout du long, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Lydia, qui avait tellement de personnalité et qui était tellement blasée par les gens fadas autour d'elle, les clichés et tout ça, comment elle a pu finir avec ce gars-là? Et en fait, bon, il y a quand même une petite justification. C'est qu'elle a participé à des groupes de parole de personnes vulnérables. Bon, moi, Lydia, je ne l'ai jamais vue comme un personnage vulnérable, donc là, il faut accepter ça. Et lui est venu profiter de ça, voilà, il est venu profiter de sa vulnérabilité. D'ailleurs, dans ce film, une petite déception, même si je trouve que Winona Ryder est excellente, on a choisi d'en faire une mère un peu apeurée. Et donc vulnérable, notamment parce qu'elle est très sensible aux fantômes, chose qu'on avait déjà vue dans le premier, mais c'est vrai que dans le premier, elle n'était pas harcelée de fantômes, il y avait juste Adam et Barbara, et puis elle se faisait attaquer par Beetlejuice. Bon, là on voyait que ça l'a touché quand même un peu, qu'elle n'était pas insensible façon Mercredi Addams non plus, mais après, comme elle a fait sa vie, elle a été confrontée à des tonnes de fantômes, et du coup tout ça la perturbe aussi un peu. Et depuis quelque temps, elle a des visions de Beetlejuice. Alors pourquoi maintenant Beetlejuice réussit à se faire voir d'elle alors que pendant des années, non? D'ailleurs, pourquoi Beetlejuice a récupéré sa taille tête normale? Parce que sa tête avait été réduite à la fin du premier. Alors oui, on se doute que dans le royaume des morts, il a sûrement réussi à faire un bidouillage, quelque chose pour revenir comme avant. Mais vous pouviez pas nous le montrer plutôt que de torcher ça? Pareil, pourquoi Beetlejuice est devenu patron là d'un petit bureau, machin? J'aurais voulu aussi comprendre. Pourquoi? Comment? Bon, ça c'est ellipsé. Et oui, donc je reviens sur le petit ami. Je vous avais dit que ça serait un peu pêle-mêle. Je reviens sur le petit ami. L'amourette est assez jolie et on va apprendre que ce personnage cache quelque chose. Et ça, j'étais content parce que je l'ai pas vraiment vu venir. Je pensais vraiment qu'on allait nous vendre une petite amourette. Et en fait, déjà, on apprend qu'il est mort. Donc je me suis dit, cool. Et à ce moment-là, tu comprends que pour la première fois de sa vie, Astrid voit un mort. Elle a 15 ans, comme sa mère à l'époque, et elle a hérité du même don. Et là, du coup, elle va enfin comprendre que sa mère n'était pas une mytho. Et du coup, j'aime bien parce que j'avais envie de voir Astrid et Lydia se réconcilier. J'ai toujours très envie de voir Jenna Ortega et Winona Ryder se faire des câlins. Et autre surprise avec ce personnage, c'est que en fait lui, il a assassiné ses parents. C'est un meurtrier et en fait il est mort parce que la police l'a poursuivi. Il est tombé de sa cabane, il s'est pété la nuque. Et ça, Jenna ne le sait pas. Et lui, il veut récupérer sa vie. Il lui dit qu'il sait comment faire, qu'il a lu tout le bouquin du manuel des gens décédés. Et lui demande de venir avec elle dans le royaume des morts. Elle accepte. Et avant d'entrer dans le royaume des morts, il lui demande de lire une incantation. Et là, c'est bien trouvé, je trouve, parce que je ne l'ai pas vu venir non plus, c'est qu'elle lit une incantation pour pouvoir passer la porte. À un moment, je me dis, bon, peut-être que cette incantation, elle fait aussi autre chose. Si ça se trouve, il va peut-être vouloir l'emmener avec elle définitivement dans le royaume des morts, etc. Je ne sais pas trop. Mais en fait, non, du coup, ce personnage est un bâtard qui lui a fait dire une incantation qui, d'emblée, dès qu'elle rentre dans le royaume des morts avec lui, a accepté d'échanger son âme vivante contre son âme morte. Donc voilà, lui va revenir en vie, elle sera morte. Mais
pour que ça se fasse, il faut aller dans le royaume des morts pour avoir une sorte de passeport, un tampon, voilà, encore de l'administration. Ça, c'est vraiment l'enfer, pour que les choses soient officialisées. Donc il y a un véritable danger, surtout que Astrid n'est au courant de rien, et c'est Lydia dans le monde des vivants qui va comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'elle fait appel à Beetlejuice. Et là, ce personnage du petit copain, l'idée est vachement intéressante parce que je me dis, mais putain, c'est quand même un sacré connard. Astrid, du coup, va être vachement déçue. Ça va peut-être lui briser le cœur, etc. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Et surtout que Jenna Ortega, dans une interview, quand on lui avait demandé dans quel univers de Tim Burton elle aimerait vivre, si elle devait choisir un film, à un moment, elle dit les noces funèbres. Et il y a quelque chose d'un peu noce funèbre comme ça, cette trahison avec cette femme aimante qui va se retrouver morte. Il y avait un petit quelque chose à exploiter, je trouve. Bon bref, au final, du coup, une fois qu'il y a le tampon, le personnage qui était quand même attachant jusqu'ici, même si c'est un connard que j'avais plaisir à voir à l'écran, disparaît. On va le revoir une fois pour qu'il se prenne un gros vent grâce à Beetlejuice. Et là, Beetlejuice, on le kiffe. Il fait un truc super. Il l'envoie en gros en enfer, il l'envoie dans les flammes. C'est sympa, mais du coup, il a une finalité un peu rapide. J'aurais bien voulu qu'on creuse encore un petit peu cette relation et les sentiments des personnages. J'aurais même imaginé qu'à un moment, il se retourne contre Jenna, qu'il essaie de l'assassiner, puisqu'il a assassiné ses parents. Pourquoi pas Jenna, Astrid. Le personnage de Monica Bellucci, on ne sait pas pourquoi elle est en morceaux dans une caisse, ou alors j'ai loupé un élément, là, à chaud, premier visionnage. Je ne sais pas pourquoi il est en morceaux dans une caisse. T'as Danny DeVito qui fait une guest, qui est en train de passer l'aspirateur ou la cireuse, je sais pas trop quoi, et il passe sur du liquide, je sais pas si c'est de la flotte ou de la bile ou ce que tu veux, et il passe avec la paille et il se fait électrocuter. Et en fait, l'électrocution, voilà, ça fait tomber la caisse, etc. Tu te dis, ok, ça sert bien le scénario, mais il y a rien qui justifie ça. À un moment, je me dis, mais pourquoi elle est dans une caisse ? Pourquoi il y a de l'eau qui est là ? À la limite, on aurait vu un élément fantastique, l'eau qui venait toute seule, on aurait pu croire que c'était elle qui agissait de sa caisse, mais ça explique toujours pas ce qu'elle fout dans une caisse. La caisse donc s'ouvre et envoie une Monica Bellucci en morceaux. Et ça, je trouve ça très sympa. Et commence la musique des Bee Gees. Bon, là, je me dis, ok, je kiffe cette musique, mais ça colle pas vraiment avec l'esprit Beetlejuice. Et là, je me dis, ça y est, on est encore sur un film qui va nous balancer de la chanson populaire comme l'avait fait Deadpool et Wolverine. Sauf que Deadpool et Wolverine, ça fonctionne parce que Deadpool est un personnage complètement méta. Mais là, j'aurais voulu qu'on reste dans quelque chose de très original, de très atypique, comme les musiques d'Harry Belafonte dans le premier. Donc là, on a du Bee Gees. Je trouve que ça colle pas trop à l'esprit Burton. Et je trouve qu'au niveau du montage, quand elle commence à se reconstituer, limite un peu comme Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, la musique, au bout d'un moment, les premières secondes, tu te dis, ouais, allez, bon, ça passe, et puis ça dure, et je trouve que ça colle plus. Ensuite, Monica Bellucci, le peu qu'on va la voir, des plans de quelques secondes à chaque fois, majoritairement, ce que vous allez la voir faire, c'est être sur un rail travelling ou quelque chose comme ça, et la voir avancer sans marcher, comme ça, un peu de manière fantomatique, et elle avance vers son but, retrouver Beetlejuice. Ok. D'ailleurs, je crois même avoir repéré un faux raccord quand elle marche dans l'allée de l'église à la fin, à l'avance. On voit des plans sur d'autres personnages, puis on la revoit et il me semble qu'en termes de distance, elle n'est pas là où elle devrait être. Enfin bref. Donc elle fait quasiment qu'avancer. Et enfin, quand elle se retrouve face à Beetlejuice, donc elle écarte Lydia et tu t'attends à quelque chose d'énorme et rien. Il se passe rien. Beetlejuice va réussir à s'en débarrasser alors que tout le monde était effrayé par elle. Et on nous l'a teasé comme une grosse badass. Et en fait, non. D'ailleurs, le seul truc qui est vraiment sympa avec elle, c'est qu'on voit l'origin story de Beetlejuice. Comment Beetlejuice est mort. Donc ça, c'est assez sympa de nous montrer comment. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que du coup, on voit comment il meurt. Donc on voit qu'il meurt empoisonné par cette femme. Et on pourrait se dire que, ouais, bon, ok, c'est tout. Il s'est juste fait empoisonner. Mais en plus, alors qu'il sait qu'il va crever, elle lui a montré le poison. Il a assez de jugeote et de folie, malgré le fait que ce soit encore un être vivant, de prendre un tisonnier et de la buter et de l'emmener avec elle. Ça, c'était assez sympa. Donc du coup, bon, il nous dit qu'il a été marié. Dans le premier film, il disait on ne se marie qu'une fois, mais comme c'est un personnage un peu extravagant et qui fait des vannes, on n'est pas obligé de prendre ce qu'il a dit dans le premier film au premier degré, et on va dire que peut-être il fait une distinction entre sa vie de vivant et sa vie de mort. Willem Dafoe fait un rôle qui est plutôt drôle au départ, mais qui sur la finalité sert pas à grand chose. Il y a des gags qui marchent bien, notamment sur
la moquerie du métier d'acteur. Il y a des petits trucs un peu savoureux ici et là. Les morts que vous allez voir dans la salle d'attente, il y a des trucs super originaux. Mais globalement, ce personnage ne sert à rien. Parce qu'à un moment, donc, en gros, c'est le flic qui veut arrêter Beetlejuice, tout ça. Il va débarquer avec ses compagnons. Mais au moment où il débarque, Beetlejuice arrive à tous les figer. Donc, ils sont là dans le décor. Et puis, une fois que tout est terminé, hop, il est plus figé. Et il dit, bon, merci à tous. Et puis, il repart. Ça sert à rien. Dans l'humour savoureux aussi, il y a la tombe de Charles Dietz. Il s'est fait bouffer par un requin, ça tombe, c'est un aileron de requin transparent, un truc design, parce que Delia est toujours dans l'art, et elle fait toujours des trucs complètement nawak, et donc il a une tombe en forme d'aileron de requin, c'est tellement de mauvais goût et c'est tellement stylé à la fois. Dans les gags qui fonctionnent bien aussi, quand on revoit la maison après l'enterrement, il y a un voile, un linceul noir sur la maison. Dans mes petites frustrations, donc le fait que Lydia n'ait plus sa personnalité d'avant. D'ailleurs, à un moment, ce qui est génial, c'est que sa belle-mère lui dit « Où est passée la gamine exécrable gothique d'antan, j'aimerais la revoir, quoi. » Et moi, à ce moment-là, je me dis « Bah oui, nous aussi, les spectateurs aussi. » Donc je me dis « Ça va être utile. » À un moment, elle va redevenir, peut-être sur la fin, elle va reprendre de l'assurance et redevenir cette Lydia. Et non, jamais. Alors, le fait qu'elle soit un peu apeurée, etc., ça se comprend. Elle a une vie compliquée. En gros, elle est devenue le gamin du sixième sens. Elle voit des morts partout, etc. Sauf que bon, le gamin, lui, il avait pris de l'assurance à la fin du film, alors que c'était encore un gamin. Bref, bon, elle est vulnérable. Ok, pourquoi pas. Elle est apeurée, pourquoi pas. Elle est devenue maman, ses priorités ont peut-être changé. Elle a peur pour sa fille. Elle a des apparitions de Beetlejuice. Bon, ok, pourquoi pas. Mais j'aurais voulu qu'à un moment, notamment quand sa fille sait que sa mère n'est pas une mytho et qu'elle se retrouve, que Lydia retrouve sa force et qu'à un moment elle se plante face à Beetlejuice et elle redevienne cette gamine gothique, enfin pas forcément gamine, mais qu'elle redevienne cette gothique cynique pleine d'assurance et qu'elle foute un vent à un moment à Beetlejuice à travers quelques répliques. Mais ça, hélas, on ne l'a pas. Un autre truc qui est un peu dommage, je trouve, il fallait pas le faire, je pense, à un moment. On évoque que la mère de Lydia n'est pas morte. Il y avait une théorie sur pourquoi Lydia, dans le premier film, était ce qu'elle était. Donc gothique, enfermée comme ça un peu dans quelque chose de sinistre. Alors, soit on partait du principe qu'elle était naturellement comme ça, ce qui moi me dérange pas. Hein. Moi j'ai pas eu besoin que ma famille soit décédée pour être comme ça quand j'étais môme. Cela dit, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas décédés que j'étais comme ça d'ailleurs. Oui, je vous ai dit que j'étais macabre. Mais il y avait aussi cette théorie qui n'était pas du tout gênante et qui était totalement logique, que la mère de Lydia était peut-être morte, d'où ces tenues très funéraires, et aussi le fait, si vous vous rappelez bien, dans le premier film, qu'on apprenait que Charles Dietz était venu emménager là parce que ça faisait suite à une dépression et qu'il avait besoin de se ressourcer. Pourquoi était-il en dépression ? On ne sait pas. Donc ça aurait vraiment pu être le décès de sa femme. Et on aurait pu imaginer que donc cette excentrique de Delia Dietz lui soit un peu tombé dessus, qu'ils se sont mariés vite, etc. Mais rien ne nous empêchait de penser qu'il était encore vulnérable et du coup qu'il aurait pu épouser Delia. Ce qui ferait écho au deuxième, puisque le connard de copain de Lydia essaie de l'épouser alors qu'elle est vulnérable. Mais bon, je vais peut-être un peu trop loin dans l'analyse. Petite dédicace à Juju Grognon, c'est quelqu'un que je surnomme comme ça, et qui fait partie du groupe Facebook que je vous mets ici, parce que j'ai oublié le nom, parce qu'il est naissant, donc je vous invite à le rejoindre, un groupe de cinéma où on partage sur le support physique, etc. Dédicace à Juju Grognon, qui avait un peu râlé pour changer sur la tagline Tim Burton au sommet de son art. Mais il m'avait expliqué que voilà, le film n'était pas forcément si mal que ça, mais que c'est cette phrase qui l'avait un peu fait grincer des dents. Et effectivement, ce n'est pas du tout Tim Burton au sommet de son art. Pas du tout, notamment à cause des creux scénaristiques, des personnages complètement torchés. C'est juste jouissif de revoir du Tim Burton revenir à un univers qui était le sommet de son art jadis.
Il y a une petite choré sympa aussi. J'ai pas pu m'empêcher, vu que Jenna participe à la choré, de me dire ils ont fait un clin d'œil à Wednesday. Catherine O'Hara, elle est toujours à donf. Elle était hilarante dans le premier, elle est toujours hyper drôle dans celui-ci. Et c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup de Beetlejuice, de Lydia et tout ça. On laisse un peu en retrait le personnage de Delia. Mais elle est drôle, Catherine O'Hara, donc la maman de Maman, j'ai raté l'avion. Sur le final aussi, ils ont complètement torché. Alors, Beetlejuice fait un contrat pour que Lydia soit obligée de l'épouser. Enfin, il arrive à son but. Donc du coup, il y a le copain de Lydia qui veut l'épouser, il y a Beetlejuice qui veut l'épouser. Tout le monde veut l'épouser, même moi. Je suis prêt à buter son copain et Beetlejuice pour ça. Donc tout le monde veut épouser Winona Ryder, je les comprends. Et donc il a ce contrat, sauf que Beetlejuice c'est toujours un peu un hors-la-loi de l'au-delà. Et à la fin, alors en 2 secondes, Jenna ouvre le manuel et trouve la faille et elle lui sort l'article et tout ça. Et donc le contrat brûle parce qu'il n'est pas légal. Ça, c'est torché aussi, c'est vraiment de la grosse facilité scénaristique, c'est vraiment dommage. Beetlejuice et Lydia n'iront toujours pas jusqu'à la nuit de noces. La fin de Monica Bellucci et du personnage de Justin Theroux, c'est pareil, c'est torché. On nous refait le coup du ver géant. Alors là, cette fois-ci, Beetlejuice a appris, il va pas se faire bouffer par le ver à nouveau, et il commence à jouer même le toréador et puis à l'éviter. Tu te doutes très bien de ce qu'il va faire, qu'il va mettre son petit rideau de toréador devant lui, soi-disant, le verre va foncer, et en fait, quand il va l'enlever, il y aura Monica Bellucci derrière. Et effectivement, il y a Monica Bellucci qui se fait becter avec Justin Theroux, donc on est content de se débarrasser de lui. Sauf que Beetlejuice a amorcé un gag où il lui dit non mais il te faudrait quelqu'un comme ce mec-là, et en fait il lui arrache les vêtements par magie, et il a un t-shirt I Love Dolores, puisque c'est le nom de Monica Bellucci. Et elle, bon, elle regarde en mode genre ça m'intéresse pas du tout. Et donc les deux se font bouffer, et je me dis ça va servir à un moment, ils se font bouffer ensemble. Est-ce que les deux vont se retrouver dans l'au-delà? Est-ce qu'elle va être là en mode blasé, genre oh putain je me retrouve avec le boulet? Ou peut-être qu'elle va se dire bah tiens pourquoi pas? Et puis comme on sait que c'était une nana qui couchait avec les hommes et qui les tuait, tu te dis qu'en plus il pourrait y avoir un petit clin d'œil, genre elle sert des coupes de champagne, il y a du poison à côté. Il y avait moyen de faire un dernier gag, de clôturer ces deux personnages. C'est pas fait. Dans les petits clins d'œil sympas, j'ai aimé que Lydia cite qu'elle était partie voir une rétrospective Mario Bava quand elle était enceinte de 9 mois et qu'elle a accouché en plein Opération Peur. J'ai aussi aimé le bébé Beetlejuice que du coup j'appelle dans ma tête le bébé Branded, parce qu'il y a vraiment, ça rappelle le bébé de Branded. Il y a même une scène où à un moment il marche au plafond, ça fait penser à Trainspotting. Et c'est juste dommage, cette scène du bébé est pas mal. Par contre, il la réutilise sur la fin et il y a moins l'effet de surprise. La scène, elle est sympa mais un peu bizarre, parce que du coup on voit Lydia qui décide à la fin du film de profiter de sa vie et de sa fille. Donc elle décide d'arrêter de parler avec les morts et d'aller avec sa fille explorer les endroits qu'elle voulait faire, etc. On voit que sa fille flash sur un gars. D'ailleurs, pendant une seconde, je me suis demandé si c'était pas le même qu'on avait vu avant, mais non, c'est un gars qui ressemble un peu. Donc elle flash sur un gars, ok. Plan d'après, ils se sont mariés. Ok, plan d'après, on nous montre, voilà, toujours ellipse temporelle, elle est en train d'accoucher. Ok, et là tu vois qu'en fait on est dans un délire, on comprend qu'on est dans un rêve, il y a le bébé Beetlejuice qui revient, mais du coup, la question qu'on se pose c'est, ce gars-là en fait, elle avait quand même une histoire avec ou pas du tout? Bon, je pense que c'est que dans le délire du rêve. Le 3 nous donnera peut-être la réponse. Mais donc voilà. Et puis donc c'est un peu spécial aussi. On a Jenna Ortega qui sourit au bébé Beetlejuice, comme si elle l'acceptait. C'est un peu bizarre. J'aurais plutôt vu Jenna hurler, et là du coup sa mère se réveiller puisque c'est un rêve. Après voilà, c'est flippant aussi. Peut-être qu'elle s'imagine que sa fille accepte le bébé de Beetlejuice. Est-ce que ça peut vouloir dire que dans le 3, Beetlejuice essaierait d'épouser Jenna Ortega? Moi, l'idée me dérange pas, on reviendrait à l'idée du premier, qui était déjà un peu glauque, mais je suppose que s'ils nous font une suite, ils vont nous dire que Jenna Ortega a enfin eu 18 ans, pour voilà, être dans les clous. Ah oui, dans les gags qui fonctionnent aussi, avec William Dafoe, il y a un gag avec du café. Je vous en dis pas plus, mais si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, ce gag est assez drôle. Chose inattendue, le Delia Ditz meurt. Ça, franchement, j'y ai pas pensé. Je me suis pas dit qu'ils allaient la buter. Quand ça arrive, je me dis, bah oui, pourquoi pas, c'est logique, c'est encore dans l'esprit. Mais j'ai pas pensé, je me suis pas dit qu'ils oseraient faire ça.
C'est pas très utile à l'histoire, mais moi personnellement j'aurais bien voulu qu'à un moment Lydia lui demande à Beetlejuice mais pourquoi tu bloques autant sur moi? C'est vrai qu'à un moment on est en droit de se demander est-ce qu'il est vraiment amoureux sincèrement d'elle ou est-ce que c'est juste un délire de possessivité, un délire de vouloir gagner la partie parce que mine de rien il bloque quand même beaucoup sur elle. Hein. Dès le premier film il bloque sur elle. Là dans celui-ci ça fait 36 ans et il l'a toujours pas oublié. Alors qu'il ne l'a pas spécialement revu. Enfin, il peut la voir du royaume des morts, a priori, hein, c'est ce qu'on comprend, puisque le père dit qu'il jette un coup d'œil à Lydia et à Astrid. Donc c'est un peu pareil pour Beetlejuice. Mais il garde quand même une photo d'elle à 15 ans. Ça, c'est un petit élément personnel. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur... Est-ce qu'il y a quand même une sorte de petite sincérité dans les sentiments de Beetlejuice ou pas du tout? Je vous disais, dans le décor, il y a des morts assez sympas. Dans un de mes préférés, il y a une vieille qui est bouffée par ses chats. Ce cliché de la vieille qu'on dit qui finira dévorée par ses chats parce qu'elle n'a pas de mec, parce qu'elle finit vieille fille et tout ça et qu'elle s'entoure de chats. Il y a ça dans les morts autour d'eux. Il y a aussi un Père Noël complètement cramé. On se doute que le mec il a essayé de descendre dans une cheminée avec le feu allumé. Un truc drôle aussi, c'est le père, quand il retrouve le père au royaume des morts, il y a une scène qui est vachement touchante et en même temps elle est drôle parce que le père est en permanence avec des piranhas intégrés à son corps parce qu'il est mort du coup en Amazonie et il a été bouffé par des piranhas. Il a toujours des piranhas sur lui qui gigotent et qui le bouffent. Au niveau de la bande-annonce, donc je trouve qu'elle en donnait beaucoup trop. Hein. Elle nous a montré, en fait, la bande-annonce nous a montré tout ce qui ressemblait à du fanservice et à du reboot. Et du coup, ça m'a donné l'impression que le film ne serait que ça. Et le film n'est pas que ça, mais les parties qui ne sont pas au final du reboot sont peut-être les parties qui m'ont le plus déçu parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau d'inventé. Il y a un truc qu'on peut se demander depuis un moment, c'est est-ce que Tim Burton n'est pas épuisé? Est-ce qu'il en a pas marre de son univers gothique ou est-ce que simplement il en a fait le tour? Je le trouve moins inspiré. Alors il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils ont décroché de Tim Burton. Alors moi c'est vrai que ces derniers films, c'est pas forcément mes préférés de sa filmo, mais je trouve qu'on a beaucoup tapé sur ce qu'il faisait alors qu'il continuait de faire des films quand même très travaillés, très créatifs. C'est qu'il s'éloignait quand même de son univers gothique, vraiment macabre, habituel, et c'est peut-être ça qui manquait aux gens. Mais je trouve qu'il faisait pas de la merde. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui tapent dessus en disant il n'a pas fait un bon film depuis 15 ans, 20 ans. Je trouve que c'est abusé. Tim Burton a continué de faire des bons films. Il a peut-être pas refait de grosses claques, de gros chefs-d'œuvre comme il en a fait avant. Mais je trouve pas que Tim Burton soit un manche. Par contre, sur Wednesday, je le trouve pas du tout inspiré. Et là, sur Beetlejuice, alors c'est mieux que Wednesday. C'est pas dur en termes d'inspiration. Mais il y a des moments tellement creux, tellement vides, que je me dis, ah, dommage. C'est dommage parce que le film, c'est presque du 50-50, c'est bon à 50% et c'est creux à 50%. Alors le creux à 50%, c'est pas forcément que c'est mauvais, c'est pas de la merde. Donc c'est pour ça que pour moi, mon évaluation du film est quand même plutôt positive. Et puis vous l'avez compris, de toute façon, moi j'ai un affect pour ce style d'univers. Donc je me sens bien dans l'univers de ce film. Mais je dois avouer que j'ai pas pris une claque, c'est pas venu titiller des cordes sensibles, si ce n'est Winona Ryder qui est venue titiller une petite corde qui s'apparente surtout à une grosse veine bleue. Oui, je me permets les vannes graveleuses parce que le film n'en fait pas beaucoup. En tout cas, je suis très content d'une chose, c'est que ce film, ça va être comme pour Wednesday, on va avoir des masses de goodies. Et ça, je sais que ça va faire chier déjà beaucoup de gens. Sauf que moi, quand j'étais môme, j'étais fan de Beetlejuice et de la famille Addams et pas moyen de foutre la main sur des goodies. Et c'est seulement maintenant qu'on a Wednesday et là on a Beetlejuice qui sort qu'on a des goodies qui commencent à sortir. Je suis passé devant Claire's en sortant du cinéma. Ils avaient des chaussettes et des agendas Beetlejuice. Ça y est, ça commence. Et donc moi je suis content. J'ai hâte de ça et j'espère qu'il y aura des goodies à l'effigie de Winona. Donc voilà, j'ai un peu fait traîner, j'ai un peu parlé de tout et de rien, mais j'aime parler de Beetlejuice, mais j'ai envie de parler de Lydia, j'ai envie de parler de cet univers. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses à dire. Je serais content de l'avoir dans ma collection. Je serais content de le revoir, je serais même content de le réanalyser quand il sortira sur support physique pour peut-être faire une vidéo beaucoup plus détaillée. Là, je suis à chaud, je reviens de la séance que j'ai fait ce matin.
J'avais tellement envie de vous parler du film que voilà, je suis rentré. En fait, je suis sorti du cinéma, je suis passé devant un magasin, j'ai pris un truc à bouffer, j'ai bouffé pendant que je rentrais chez moi et je me suis mis directement à faire la vidéo parce que je sens que je vais penser à rien d'autre. Voilà, parce que Beetlejuice, j'étais un peu fébrile en arrivant dans la salle. C'est la première fois cette année où j'avais une petite fébrilité parce que j'avais une crainte d'être déçu. Autant j'attendais Deadpool et Wolverine, mais j'étais pas en crainte. Je me suis dit, bah tant pis, s'il est foiré, il est foiré. Mais Beetlejuice, j'avais tellement envie de le kiffer et je l'ai aimé. Je l'ai pas surkiffé. Mais bon, voilà, je l'ai bien aimé et surtout j'ai été ravi de voir Winona toujours au top, toujours sublime. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je vous encourage à voir le film? Oui, si vous aimez énormément le premier. Et si vous arrivez à faire abstraction des trous scénaristiques, si vous y allez vraiment que pour le kiff de retrouver les personnages. Maintenant, ce serait quand même bien, s'ils nous font un 3, de creuser un peu plus le scénario, parce que là, c'est un peu creux. Alors, je suis très content que le film cartonne. Je suis content. Alors, je suis content pour Burton, Michael Keaton, tout ça. Vous savez déjà ce que je veux dire. Je suis hyper content pour Winona Ryder. Ça faisait un moment que je l'avais pas vue au cinéma. Elle était très bien dans Stranger Things, mais j'avais envie de la revoir au cinéma dans un gros film pour elle, pour sa carrière. Et parce que du coup, je me dis que maintenant, on va peut-être la revoir encore et encore. Voilà, donc je suis hyper content pour elle. Je l'aime tellement, cette actrice. Et super content pour Jenna, mais je m'en faisais pas trop pour elle, puisque bon, elle cartonne depuis quelques années. Donc, mais voilà, mais très content aussi pour elle. Et hâte malgré tout de voir Beetlejuice, que j'irai voir au cinéma, peu importe s'il est du même niveau que le deuxième en termes de scénario. Tant pis, je sais que j'aurai quand même plaisir à le voir. Et donc je serai quand même dans la salle de cinéma face à Winona et Jenna, un pot de popcorn dans une main et l'autre main dans mon pantalon. J'ai bien une petite idée pour le scénario du 3. Et si Beetlejuice essayait d'épouser la mère et la fille en même temps? Imaginez la nuit de noces. Oula, calme-toi mon serpent, on n'y est pas encore à la nuit de noces. Non, ça c'est bien mon sgeg, il ressemble à ça. Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? Jenna Ortega. Tant pis, j'ai plus qu'à me reporter sur une petite cadavrette. 2-3 petits coups de pelle avant d'en rouler une. Et je croyais que c'était coupé. J'ai envoyé la sauce.